La mer Méditerranée à Marseille. Berceau de mon enfance. Et objet de nombreux fantasmes. M'a toujours fasciné par son calme puissant. Sa beauté. Et la diversité naturelle de ses profondeurs. En me baladant à ses côtés depuis de nombreuses années, j'ai appris à l'admirer, par tous ses aspects. Pourtant, j'entends que l'activité humaine la menace depuis des siècles. Et que nous arrivons aujourd'hui à un moment crucial de sa survie, sur le plan environnemental. Considérée par certains comme la mer la plus polluée au monde. Une mer de déchets en pleine Méditerranée. La présence de plastique serait 4 fois plus élevée en Méditerranée que dans le continent de plastique situé dans le Pacifique Nord. Ici, la Méditerranée ressemble à une grande poubelle. Son avenir semble donc en jeu. Alors comment en est-on arrivé là? Qu'en est-il à ce jour? Et comment la sauver? Dans ma quête de réponse, j'aurai besoin de vous pour m'aider. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car je serai votre conscience et vos mots à travers ce voyage. Pour comprendre l'état actuel de la pollution en mer Méditerranée à Marseille, je me dis qu'il faut tout d'abord que je me plonge dans son passé. En me lançant dans mes recherches, je m'aperçois que la mer Méditerranée est déjà morte par évaporation il y a environ 6 millions d'années. Elle réapparaît quelques années plus tard, lorsque la barrière entre l'Espagne et le Maroc se fracture. Depuis, elle ne cesse de susciter de l'intérêt, principalement pour des raisons commerciales. Les premières traces de pollution à Marseille remontent au XVIIe siècle. Si on regarde par exemple dans les écritures historiques de la ville de Marseille, déjà 17e, 18e siècle, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, on voit que la ville de Marseille était fortement peuplée et on lit dans ces livres historiques que la matière organique, les fesses, les excréments de la population allaient directement dans la rue, allaient directement à la mer. Et les gens ne connaissaient pas les bactéries, ne connaissaient pas les excès de matière organique qui peuvent représenter une pollution. Et du coup, toutes ces bactéries qui se développaient dans l'eau ont contaminé les coquillages qui étaient consommés par les humains, par exemple les coquillages du Vieux-Port. Il y a des milliers de gens qui sont morts de variole, de maladies contagieuses liées à ces pathogènes. À cette même époque, les usines de savonnerie s'installent près du littoral. Et sous l'Ancien Régime, et avant les débuts de l'industrialisation, on compte une 50aine de savonneries de soude et de plomb dans le sud de Marseille, qui devient le premier port de France au XIXe siècle. Toutes ces usines polluent de façon considérable, en raison des déchets qu'elles rejettent dans la nature. La pollution devient telle qu'un décret impérial est signé le 15 octobre 1810 et un conseil de salubrité est créé en 1825. On éloigne donc les usines de soude et de plomb du centre-ville de Marseille, en les installant dans la calanque de Saména, puis entre Montredon et Callelongue. Ces usines déversent leurs déchets dans la mer et les calanques. À ce jour, il est encore possible d'en observer les crassiers. Les conséquences sont terribles. Ils détruisent la biodiversité, l'exploitation des sols, et ont des effets irréversibles sur la santé.
Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé déclare que le plomb est un neurotoxique, reprotoxique et cancérigène, quel que soit le niveau d'exposition. Au cours du XIXe siècle, les épidémies de choléra, de variole et de fièvre typhoïde dévastent la ville de Marseille à cause de l'écoulement de toutes les eaux usées dans les rues. Donc les gens, ils ont au fur et à mesure, pris conscience de ces phénomènes et ils ont essayé d'améliorer la qualité de l'eau, notamment en diminuant cette matière organique et en améliorant la qualité des eaux. C'est ainsi que le maire de l'époque, Félix Barret, lance alors un grand projet d'assainissement. Et de 1891 à 1896, un grand réseau unitaire de tout à l'égout est construit. Les eaux usées sont rejetées dans la calanque de Cortiou. Ce qui se dit, c'est que la mer est capable d'absorber les déchets de manière illimitée. À la même période, l'école océanologique marseillaise, spécialisée dans l'analyse des impacts des pollutions en mer Méditerranée, est créée. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Marseille détient le record en Méditerranée des morts par fièvre typhoïde ayant un lien direct avec la pollution du port. À partir des années 60, les pouvoirs publics commencent réellement à se pencher sur le problème de la pollution. Et plusieurs constats sont faits. Les eaux usées sont déversées sans aucune épuration en mer. Les pollutions chimiques déversées par les industries détruisent les organismes marins et les chaînes alimentaires, et les ancres des bateaux arrachent la posidonie, essentielle à la vie marine. À cette même période, Cassis regorge de boue rouge, rejetée en mer à 7 km au large par l'entreprise Alteo, anciennement appelée Péchinet, et qui extrait de l'alumine. Le gouvernement, qui n'engage pas encore assez de réformes pour lutter contre ces pollutions, maintient par exemple que les boues rouges ne sont pas dangereuses. Possibilité de contamination par l'intermédiaire de vecteurs vivants, et que d'autre part, les boues rouges ne sont pas constituées, comme vous le savez, de substances toxiques. De nombreux biologistes s'en inquiètent. Il est absolument certain que cette pollution se révélera par la suite dangereuse. À titre d'exemple, l'entreprise Alteo ne sera privée de jeter ses déchets en mer qu'en 2022. L'alerte en Méditerranée, on va le formuler comme ça, hein, c'est-à-dire que la prise de conscience du fait que la Méditerranée était polluée, elle date du début des années 70-75. À cette époque, dont on a oublié d'ailleurs la situation, on était dans un état très dégradé, hein, puisque, y compris le commandant Cousteau avait annoncé au siège des Nations Unies en 1975 que la Méditerranée mourait, et qu'à échéance 10 ans, donc vous voyez 75-85, seules les bactéries mortelles les plus virulentes vivraient en Méditerranée. Donc on voit bien que cette situation a été catastrophique et il a fallu effectivement une alerte citoyenne pour attirer l'attention des pouvoirs publics pour réagir. Au début des années 1970, Marseille veut aussi développer ses activités balnéaires. Marseille est une ville de bord de mer. Ses habitants apprécient cette proximité de la mer. Ils aiment la voir et ils aiment en profiter. Pêcher, faire du bateau, se baigner. Malheureusement, la nature a doté le littoral marseillais de plages petites ou étroites, très insuffisantes, qui se trouvent surpeuplées dès les beaux jours, leur capacité d'accueil étant beaucoup trop faible pour satisfaire aux exigences de la population d'une métropole d'1 million d'habitants. Mais les eaux de la rade sont trop polluées, en raison des industries qui se développent aussi le long de l'Uvonne. On construit alors une deuxième conduite qui détourne l'Uvonne et sa pollution industrielle vers Cortiou. La plage nord se termine. Oui, mais vous avez un inconvénient, c'est que la bande de plage ici est beaucoup trop étroite et on a sans doute intérêt à décaler une petite... Les dégâts sur le milieu marin sont considérables. Faune et flore sont gravement endommagés jusqu'à plusieurs kilomètres au large. De plus, jusqu'en 1977, Marseille n'a toujours pas de station d'épuration. Dès le début des années 80, en fait, les premières stations d'épuration ont vu le jour, avec quand même comme mission première de protéger la santé humaine. Ce n'est donc qu'à partir des années 80 que les pouvoirs publics commencent à mettre en place de grands travaux pour construire des stations d'épuration pour éviter aux citoyens de tomber malades et pour protéger la mer, ses habitats et ses espèces,
notamment la Posidonie. En 1987, Marseille inaugure sa station d'épuration physico-chimique. Marseille devient la première métropole méditerranéenne à se doter d'une station d'épuration la plus moderne d'Europe. C'est la plus grande station d'épuration enterrée du monde. C'est un record qui, pour les techniciens, est important parce que c'est une conception française. Ce sont des équipements qui, pour l'essentiel, sont tous français et tous les gens qui ont travaillé sur ce projet en sont très fiers. Dès les années 87, donc on a séparé, on a mis en place un traitement physico-chimique des eaux de la station d'épuration de Cortiou. Et donc on a traité une grosse partie de ces contaminants. Dans les années 90, la capacité épuratoire devient plus importante que la pollution rejetée. Et dans les années 2000, des normes européennes de mise aux normes des stations d'épuration, notamment en 2008 à Marseille, viennent réduire considérablement la pollution en mer. Au-delà de l'aspect réglementaire, puisque la construction de cette station c'est un impératif réglementaire, c'est évidemment la protection du milieu marin. En 2008, on a amélioré encore plus, on a mis en place un traitement plus efficace microbiologique à la station de Cortiou en retenant pratiquement 95-98%, presque toute la matière organique qui arrive à la mer. Des années 80 jusqu'aux années 2000-2010 en fait, les stations d'épuration ont été mises en place sur le littoral. On a créé des réseaux d'assainissement, c'est-à-dire ce qui collecte les eaux usées pour les envoyer à la station qui traite en fait la pollution, se sont développés et ont été de plus en plus efficaces, quoi. Et on a aujourd'hui en fait une situation qui fait que la pollution n'est plus un élément limitant à la vie. Alors, malgré tous ces efforts et progrès, qu'en est-il aujourd'hui? A-t-on réussi à inverser les tendances passées? Et quelles sont les causes actuelles de pollution en mer Méditerranée? Pour parler de la situation d'aujourd'hui, en fait, il y a deux points qui me paraissent importants. Le premier point, c'est d'abord d'expliquer la trajectoire dans laquelle on est. On est parti d'une situation très dégradée à une situation qui s'est améliorée. Donc la dynamique, en fait, vis-à-vis de la restauration du milieu est quand même très positive. Aujourd'hui, en fait, on contrôle, et on n'a jamais autant contrôlé la qualité de l'eau, depuis les 40 dernières années, quoi. Et toute la surveillance qu'on y met, toutes les informations en termes d'acquisition de données sur la pollution, sur les contaminants, sur les bactéries, montrent qu'on a une situation qui est bonne, voire très bonne. Pour autant, c'est pas parce que la situation s'est améliorée que tout est parfait, quoi. D'abord, on a de plus en plus de molécules. Avant, on s'occupait par exemple des métaux lourds, maintenant on commence à s'intéresser aux médicaments, par exemple, ou à des pesticides, quoi. Donc on voit bien que cet effort de lutte contre la pollution, il est assez constant. C'est vrai qu'on entend par changement global, par exemple, le changement climatique et la pollution chimique. Donc le changement climatique lié à l'émission des gaz à effet de serre, qui fait augmenter la température dans l'atmosphère et dans l'océan, qui induit des modifications physiques, chimiques et biologiques. Donc ça, c'est le changement climatique qui a un impact important sur la mer Méditerranée. Et après, il y a la pollution anthropique, chimique, qui est liée à l'émission de polluants de toutes sortes, qu'ils soient minéraux, des métaux traces, des polluants organiques, des contaminants, des plastiques, qui sont émis du fait de l'activité industrielle liée au développement des populations sur la planète. On a des fuites d'éléments chimiques, des contaminants, qui se retrouvent dans l'environnement, dans les rivières, dans l'atmosphère et qui finissent inexorablement dans l'océan. Donc là, c'est un type de pollution chimique. Donc la Méditerranée, comme toutes les zones de l'océan mondial, sont impactées par la pollution chimique et par le changement climatique. On a maintenant, depuis le développement de l'industrie, on a aussi des contaminants de l'industrie, que ce soit les métaux lourds, que ce soit les PCB, les pesticides de l'agriculture. On a des métaux, on a des éléments pharmaceutiques, des hormones. Donc on a plein de nouvelles molécules qu'on est en train de créer et dont les effets, on n'a même pas le temps de les étudier, que ces produits ont déjà disséminé dans le milieu aquatique, le milieu marin, à travers justement ce vecteur qui est l'eau. Et souvent, ce qu'on voit actuellement en Méditerranée, les sources anciennes, historiques, sont plus dangereuses que les sources récentes. En fait, on a réduit les apports, on a moins d'entrées actuellement, mais on a des sources historiques qui posent problème. Les entrées majeures qui restent même aujourd'hui dans le milieu vont être liées, par exemple, au bassin versant, comme le Rhône. Le Rhône constitue encore une source de pollution importante par les métaux, par les pesticides, etc. Mais auparavant, sur le Rhône, on avait des industries qui produisaient des PCB. Les PCB, c'est des contaminants organiques persistants qui se dégradent très très lentement et qui peuvent persister pendant des milliers d'années dans l'environnement. Donc ces PCB ont été apportés par les industries via le Rhône et se retrouvent actuellement dans les sédiments marins
qu'on ne peut plus nettoyer, qu'on ne peut pas laver. À l'image de son histoire, la pollution liée à l'activité industrielle est donc toujours présente. Même si de fortes concentrations sont observées aux abords des pôles industriels ou portuaires, le Rhône reste encore la première voie d'apport de contaminants en mer Méditerranée et rejette plusieurs centaines de tonnes de métaux lourds, de pesticides, de désherbants et d'hydrocarbures dans la mer chaque année. 90% des contaminants en mer Méditerranée proviennent de ces flux. Les origines de ces contaminants sont diverses. Corrosion des toitures et gouttières, usure des pneumatiques, incinération des ordures ménagères, activités industrielles. Mais des pollutions issues de l'arrière-pays sont également présentes. Pollution d'origine agricole, pollution pluviale, rejet industriel, stations d'épuration urbaine. La concentration de ces contaminants en mer est accentuée notamment par temps de pluie. Et lors des fortes pluies, parfois, la capacité de traitement des stations d'épuration peut être dépassée, surtout à Marseille, où on a encore un problème qui date depuis le temps romain du réseau unitaire, avec une séparation imparfaite des eaux usées et des eaux de pluie. Et donc, quand les eaux de pluie arrivent en forte quantité sur les réseaux des eaux usées, ils n'arrivent pas à traiter, il peut y avoir des accidents même, donc ils préfèrent relâcher les eaux dans l'Yonne, et donc cette pollution arrive à la mer. Les contaminants issus des industries polluent donc encore la mer Méditerranée. Cependant, sont-ils la seule source de pollution aujourd'hui ? Parler de la pollution donc en Méditerranée, c'est la pollution dans sa multiplicité, du littoral et du milieu marin. Et ces pollutions ne sont pas forcément donc les mêmes. Et leurs temporalités ne sont pas forcément donc les mêmes. La Méditerranée est un espace, est un territoire qui est totalement anthropisé. L'élément impactant qui touche notre littoral, ici, et donc en Provence, mais pas uniquement, c'est l'urbanisation. En effet, les constructions anciennes ou récentes aux abords du littoral, en raison de la forte concentration de la population autour de la mer Méditerranée, ont aussi détruit et détruisent encore aujourd'hui directement la faune et la flore. Le fonctionnement des courants et de la houle s'en retrouve modifié, entraînant érosion des côtes et eaux stagnantes. De plus, la multiplication des activités de plaisance, des yachts et de bateaux de croisière arrache de façon considérable les herbiers de Posidonie, essentiels à la vie marine. Tout cet afflux d'habitants et de touristes autour de la mer Méditerranée entraîne également une surproduction de déchets, souvent abandonnés et terminant leur course en mer, dans la plupart des cas. Cependant, à ce sujet, les avis des scientifiques divergent. La problématique des déchets date des années 80. C'est au début des années 80 en fait, qu'on a commencé à parler de macro-déchets, de déchets en milieu marin. Bon, déjà, années 80, 2024, on peut se dire qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans, quoi. Donc, voilà. Bon, pendant 40 ans, on a quand même agi. Donc il y a 2-3 éléments qui me paraissent importants de rappeler. D'abord, on n'a jamais détruit un écosystème ou on n'a jamais fait disparaître une espèce avec des macro-déchets. Voilà. On détruit un écosystème ou on détruit des espèces avec la pollution et avec l'impact des activités humaines. La population considère effectivement que la présence des macro-déchets, c'est le signe en fait de la pollution, quoi. Si on prend un petit peu de recul, en fait, on s'aperçoit que on a aussi vis-à-vis des déchets en fait une diminution assez importante en fait de la présence des déchets, quoi. Y compris sur les microplastiques. Donc l'agence de l'eau est un établissement public qui a la responsabilité d'établir l'état de santé des milieux aquatiques et des milieux marins. Donc on surveille en fait ces microplastiques depuis une quinzaine d'années. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la situation aujourd'hui en microplastique, elle est beaucoup plus favorable que ce qu'on avait il y a 15 ans en arrière, puisqu'on constate jusqu'à 80% de baisse de microplastique en 15 ans. Alors ça ne veut pas dire que les 20% qui restent posent pas question, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la situation d'aujourd'hui, elle est meilleure que la situation d'avant. En fait, ce qui est parfois un peu déstabilisant pour ceux qui travaillent sur la Méditerranée, c'est qu'effectivement, le focus sur les macro-déchets est énorme. Alors que le focus sur la destruction des habitats ou sur les conflits d'usage, par exemple, il est beaucoup minimisé. Donc on a besoin de travailler, en fait, pour faire comprendre que, oui, il y a des déchets, oui, on y travaille. En France, la problématique des déchets au niveau national, c'est à peu près 12 milliards d'euros investis tous les ans, quoi. Donc c'est quand même une thématique sur laquelle il y a des moyens qui sont mis en place, quoi. Pour autant, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la problématique de la Méditerranée, quoi. Et on peut pas se limiter au constat de voir un sac plastique flotter au bord de la mer et dire que la Méditerranée est polluée, quoi.
Non, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Disons oui et non, parce que ce que disait Pierre Boisserie, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, et ça, c'est une réalité. Les stations d'épuration sont beaucoup plus efficaces qu'elles l'étaient il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Hein. Elles retiennent, par exemple, plus de 90% des microplastiques, hein, une certaine taille quand même, pas tous les microplastiques, mais donc elles sont efficaces pour ça. Elles retiennent des tas de particules qui pourraient être déversées dans la Méditerranée. C'était pas le cas avant. Les gens prennent plus de mesures quand même, de précautions, on le sait, on est plus conscient, il y a une conscience sociale quand même plus importante qu'avant. Donc on peut le voir, c'est vrai que sur les plages et tout, il y a 30-40 ans, la situation n'était pas spécialement éclatante quand même, hein. Il y avait beaucoup de pollution aussi sur les plages. Mais il n'empêche que la production industrielle a tellement augmenté depuis 40-50 ans que les mesures qu'on doit associer à cette production n'ont pas suivi. Donc moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. D'ailleurs, quand on observe des carottes de sédiments, nous, on voit très clairement une augmentation exponentielle, par exemple, des contaminants organiques comme les phtalates, des composés organophosphorés, des plastiques, entre les années 1930 et 2020. Donc ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a réellement une augmentation de ces contaminants dans les fleuves et dans la mer Méditerranée, malgré qu'il y ait des mesures qui soient prises et qui sont de plus en plus efficaces, c'est vrai. On est de plus en plus efficace pour la lutte contre la pollution, mais on produit toujours de plus en plus de contaminants. Et les effets délétères, eh bien, il ne faudrait pas qu'un jour on s'aperçoive qu'ils sont irrémédiables. Vous voyez, on entend par exemple en ce moment ce que nous, on savait en laboratoire, mais qu'on ne pouvait pas prouver, par exemple. Vous savez, tous ces microplastiques qu'on retrouve dans l'océan, in fine, ils vont se fragmenter en nanoplastiques, qui, eux, peuvent se retrouver à l'intérieur du corps humain ou d'autres organismes biologiques, c'est-à-dire même dans le sang. On les a retrouvés dans le sang récemment. Donc il y a même des théories un peu alarmistes hein, qui disent que ça pourrait provoquer des dommages sévères quand même, au niveau du cerveau ou du système de la santé humaine en général. Donc ça, on peut, par déduction, conclure que la production de nanoplastiques va induire des problèmes inévitablement à la santé humaine. Comment peut-on injecter des particules dans le corps humain sans imaginer que ça produise des effets négatifs? Difficile donc de se faire un avis tranché sur la question, au-delà de l'aspect visuel des déchets. Voici tout de même quelques informations. La production de plastique a été exponentielle depuis les années 70. On considère que 1 à 2 millions de tonnes de déchets plastiques finissent leur course dans les mers et les océans chaque année. Dans les années 50, on produisait environ 2 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, c'est 450 millions de tonnes de plastique produits chaque année. Il ne faut pas non plus oublier que les changements de la mer Méditerranée, liés à l'activité humaine, s'inscrivent aussi dans une logique globale de réchauffement climatique et que certains effets viendront changer le fonctionnement des écosystèmes. Ce qui paraît inexorable quand même et difficile à arrêter, et tout le monde s'en rend compte maintenant, c'est quand même le changement climatique. Hein, disons. Donc il y a quand même des milliards de tonnes de CO2 qui sont émis chaque année dans l'atmosphère, qui créent un effet de serre autour de la planète et qui font augmenter la température. Et la mer Méditerranée, comme je vous le disais tout à l'heure, a une température qui a augmenté de plus de 1 degré déjà depuis le début de la révolution industrielle. Donc c'est un peu plus que le reste de l'océan mondial. Donc là, ça s'est un peu accéléré en mer Méditerranée. Donc ça, c'est assez inquiétant. Et ce qu'on sait, c'est que si on veut faire machine arrière, on s'en rend compte, c'est quand même très dur quand même. Hein. On voit qu'il y a pratiquement pas de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, ou très peu, où on stagne. Et même si on arrêtait maintenant, il faudrait des centaines d'années pour retourner à l'état initial. Pour résumer, malgré les efforts entrepris pour améliorer la qualité des eaux, on peut donc constater que certains problèmes subsistent ou apparaissent. Le rejet des eaux usées en mer, malgré leur traitement, les apports en mer des contaminants partant de pluie, les rejets industriels, la pollution portuaire, l'urbanisation des côtes et la pression touristique, notamment avec le mouillage des bateaux de plaisance, les déchets, les espèces invasives, sans oublier les changements liés au réchauffement climatique à venir. Alors, sachant tout cela, comment agir ? Quelle solution apporter à tous ces problèmes ? Depuis mon enfance, j'entends d'horribles constats sur la mer Méditerranée, malgré les nombreuses améliorations avérées. Mais je sais qu'il existe une force extraordinaire qui pousse les individus à agir. Je décide alors d'aller à leur rencontre, car je suis certain que la solution viendra d'eux. Je connais plusieurs associations qui agissent dans le coin.
Et l'association que je suis allé voir commence à faire parler d'elle. Clean My Calanque. Tous les mois, ils organisent des ramassages de déchets ouverts au grand public, mais pas seulement. Ils passent aussi dans les écoles pour sensibiliser les jeunes de la ville à la protection de l'environnement et à l'adoption de gestes plus responsables. Et j'avais 2-3 questions à leur poser. Moi, je m'appelle Eric Acopian et je suis le fondateur de l'association Clean My Calanque, une association qui est basée à Marseille. L'association est née parce que, comme tous les Marseillais, j'étais souvent dans les calanques, à force de voir les déchets, j'en pouvais plus. Et au lieu de râler, je me suis dit, je vais appeler mes collègues et on va les ramasser. On pensait qu'en 2-3 ramassages, on allait régler le problème. Nous, le but, c'est que pendant un ramassage, on sensibilise aussi les gens et qu'ils repartent, pas qu'en ayant ramassé les déchets, mais en se disant, ah ok, je vais aussi essayer de réduire aussi ma consommation, faire attention à ça, à ça. Le but, c'est d'avoir une ville propre. Et pour ça, il faut sensibiliser. Si j'y crois pas, je laisserai tomber l'assaut. Parce que je fais des sensi tous les jours, donc si j'y crois pas, je dis que ça sert plus à rien. Et surtout, si j'y crois pas, en soi, soit on change rien, soit on va se prendre un coup de bâton dans quelques années. Dans les sensi, moi, j'inclus aussi des messages là-dessus, parce qu'effectivement, donc avec le dérèglement climatique, l'eau est de plus en plus, c'est un bordel, hein, que ça soit plus acide, plus chaude, et en fait, ça dérègle tout. Donc s'il n'y a plus de mer, plus d'océan, on est foutu. On s'occupe vraiment de Marseille, parce que toujours dire à des gens, faut sauver la planète, ça fait trop gros, tu vois, pour les épaules des gens. On s'y perd pas, on sait pas par où commencer. C'est normal, tu dis à un gosse, il faut que tu sauves la planète. Le frérot, il a sa trousse et ses cartes Pokémon, tu veux qu'il fasse quoi? Donne-lui les objectifs atteignables, c'est-à-dire occupe-toi déjà de ta ville, non, même pas, de ta classe, de ton école, de ton entourage, ta famille, fais ça pour eux, etc. Parce que déjà, c'est un objectif qui est visible dans son cercle. Et pareil pour nous, nous on s'occupe vraiment de Marseille. Déjà qu'on soit bien implanté à Marseille et qu'on arrive à faire des changements à Marseille, ça serait déjà notre objectif. Si on arrive à faire en sorte que notre ville soit un peu plus propre, on a tout gagné. Donc en fait, c'est intéressant de peut-être tester différents assos. Dans chaque ville, il y a des assos. Si vous êtes sur Marseille, vous pouvez venir nous voir, mais il y a vraiment des projets qui se lancent un peu partout. Et essayez, et ne prenez pas ce beau sujet qu'est l'écologie et n'y mettez pas votre frustration, parce que du coup, à la fin, ça va se tourner un peu dans les extrêmes. Tu vois, on va finir très énervé, à gueuler, s'engueuler les uns sur... Non, ça marchera jamais comme ça. Jamais, jamais. Les citoyens peuvent donc agir à leur échelle. Mais est-ce bien suffisant? J'ai l'intime conviction que tout cela est absolument nécessaire, mais que des changements plus grands sont indispensables. Alors qui pourrait nous les apporter? La science? Je retourne donc voir mes scientifiques pour qu'ils apportent des réponses à mes questions. Alors si on prend un peu de recul en disant finalement aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, on a évoqué le fait qu'on avait des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement. Déjà, il faut les entretenir, il faut les garder en bon fonctionnement. C'est pas parce qu'on a fait un ouvrage que c'est fini pour autant, donc on a besoin d'entretenir les machines, hein, pour être très concret, quoi. Deuxième aspect qui me paraît important, c'est de dire que les stations d'épuration ne récupèrent pas les eaux de pluie, par exemple. Donc dès qu'il pleut, et on le voit bien à Marseille, dès qu'il pleut, ça ruisselle sur les rues, et tout part à la mer, donc forcément, ça traîne par terre et ça récupère un certain nombre de contaminants ou d'éléments qui peuvent poser question. Donc on a besoin maintenant de travailler sur ce qu'on appelle les apports partants de pluie, pour les stocker, éviter qu'ils partent à la mer et les restituer petit à petit en fait vers la station d'épuration pour traiter le maximum de choses. Mais je vais dire aujourd'hui, nous, ce qui nous interpelle le plus, c'est pas tellement la pollution, c'est plutôt l'impact des activités humaines, quoi. La pollution, c'est assez facile en fait, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, même si ça demande beaucoup d'argent. Une fois qu'on a fermé des robinets, en général, la qualité de l'eau s'améliore. Les usages, c'est différent. Les usages impactent en fait les habitats. Donc en fait, les activités humaines ont souvent un impact qu'on considère comme irréversible, en tout cas à notre échelle humaine. Donc ça, c'est beaucoup plus préoccupant parce qu'on ne sait pas encore réparer ça, quoi. Donc même si on travaille aujourd'hui sur des questions de restauration écologique, on a besoin de garder l'intégrité de nos habitats. Donc on a amélioré la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, pour prendre une image, le poisson, il peut vivre, il peut respirer sous l'eau. Pour autant, on a besoin de maintenir la maison du poisson, quoi. On a besoin de conserver les habitats. Et donc, si en fait, on met pas maintenant en place des politiques concrètes et actives pour protéger ces habitats-là, notre poisson, lui, il aura du mal à se loger, à se reproduire, à grandir, etc. Donc, on a besoin de travailler sur cette protection des habitats en complément du gros travail qui a été fait sur l'amélioration de la qualité de l'eau. La protection des habitats marins semble donc être une première solution pour protéger les espèces. Mais comment faire au vu de nos activités intenses aux abords du littoral? La réponse se trouve peut-être dans la mise en place de zones marines protégées ou dans la création de parcs naturels, comme c'est le cas avec le parc national des Calanques, créé en 2012. Ce
qui est très, très astucieux dans la mise en place des aires marines protégées, c'est qu'on a protégé l'ensemble de l'écosystème, toutes les espèces, avec leur milieu, avec leur habitat. Et ça, c'est crucial parce qu'en protégeant l'ensemble, tu ne protèges pas uniquement les espèces emblématiques comme par exemple la posidonie ou le mérou que tout le monde connaît et qu'on est fortement sensibilisé. Tu protèges tous les autres, même les plus inconnus, mais qui ont quand même un rôle fonctionnel important. La plus grande différence pratiquement dans une aire protégée, c'est entre les zones sans statut de protection et la zone dans laquelle on a un statut de protection. Donc là, des différents niveaux. Dès qu'on a un statut de protection, les gens sont sensibilisés, font attention, et donc cette prise de conscience a fait qu'on a une amélioration extraordinaire dans les zones côtières protégées dans lesquelles on a mis en place ces mesures. Et alors, sur les parcs, donc c'est probablement la mesure de gestion la plus intelligente qu'on ait jamais eue et la plus efficace. En fait, on ne peut pas envisager de protéger une espèce par-ci, une espèce par-là. Les espèces sont toutes entre elles liées. Toutes ces aires sont donc bénéfiques au bon fonctionnement des écosystèmes. Mais notre activité humaine utilise tout de même les avantages du littoral pour fonctionner. Alors comment concilier les deux? Il faut trouver des solutions économiques. Parce que si la politique met tellement de temps pour prendre une décision, c'est parce qu'on ne peut pas fermer. C'est pas aussi simple que ça. Il faudrait le faire. Hein. Moi, je pense qu'il y a urgence. Mais fermer des usines, mettre des gens au chômage dans un pays, c'est pas si simple. Donc ça veut dire que parallèlement à cette observation et cette urgence qui est décidée, il faut développer une économie parallèle. C'est un peu ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que je suis un peu optimiste. On parle d'économie bleue, vous savez, en ce moment. L'économie bleue, c'est pas qu'une économie de la mer, maritime, marine. C'est une économie liée au monde de la mer, mais qui tient compte de la durabilité. C'est-à-dire chaque décision, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on produit, on doit se poser la question avant de le produire, de l'effet sur la planète et sur l'océan. Si on fait ça pour tout, eh bien, on va être obligé de produire autre chose. En ce moment, on produit de l'électricité à partir d'éoliennes en mer, par exemple, ou d'autres procédés plus écologiques quand même. Et ça peut amener aussi des emplois. Donc il faut que l'industrie, que l'économie se dirige dans cette direction pour créer en même temps de la richesse. Si on ne fait pas les deux, je pense qu'on n'y arrivera pas. Il suffira pas de bonnes intentions de dire que c'est pas bien. Le pays suivra pas. Et là, on va développer une vraie économie bleue qui va produire de la richesse, donc qui va créer de l'emploi, et donc acceptée par le pouvoir politique et développée par le pouvoir politique. Et là, on peut avancer, me semble-t-il. Mais que faire concernant les contaminants issus de l'industrie? Si pour moi, il y a une mesure phare à essayer de mettre en place pour la pollution, la contamination, c'est de réduire les entrées. De réduire les entrées à tout prix, à tous les niveaux, l'industrie, l'agriculture, mettre en place des mesures de rétention dès la source, qu'il n'y ait pas d'entrée de contamination dans les sources d'eau, dans les terres, etc. Parce que ça finit par arriver à l'eau, ça finit par nous retomber dessus. Faire en sorte de ne pas laisser un héritage empoisonné à nos jeunes. C'est-à-dire qu'il faut associer la recherche dès le début du développement industriel. C'est-à-dire qu'avant de construire quelque chose, ou de développer un produit, il faut se poser la question de son effet néfaste ou pas sur l'environnement. Ça demande des efforts des industriels et ça demande des efforts des chercheurs. Les deux ne travaillent pas toujours dans cette direction. Hein. Les deux sont souvent un peu responsables de ça quand même. Donc il faut créer du lien entre ces deux communautés, entre la recherche et l'industrie. Et comme je le disais, avec les sciences sociales aussi, parce qu'il y a des notions d'acceptabilité, par exemple de nouvelles mesures, qui nécessitent une expertise dans les sciences sociales. Donc il faut cette synergie, et c'est ce que nous, on essaye de faire à notre échelle, en tout cas au niveau de l'Institut Sciences de l'Océan. Il faut que les gens travaillent ensemble pour passer plutôt d'une observation un peu béate de la pollution à une recherche de solutions efficaces. C'est des démarches sectorielles où nos collègues en biologie, en océanographie, en sociologie vont nous dire un certain nombre de choses, mais on a cette nécessité d'avoir donc une démarche qui soit intégrée, qui soit interdisciplinaire. Et là, ça demande des ressources de traitement, c'est des systèmes d'observation extrêmement complexes qu'on ne sait pas faire. Action citoyenne, solutions scientifiques. Le besoin de travailler communément apparaît donc. Et les pouvoirs publics? Beaucoup d'évolutions en matière de protection de l'environnement ont aussi émané de ces derniers à travers des normes et réglementations. Alors quelle est leur place dans tout cela? Pour répondre à cette question, je commence par aller à la rencontre d'élus locaux. Un engagement très fort de notre municipalité et de moi-même, c'est de faire vraiment une feuille de route zéro déchet, zéro plastique
pour éviter justement que ce qui ne peut pas se nettoyer, c'est-à-dire nos fonds sous-marins, notre mer Méditerranée, soit puni par les déchets. L'idée, c'est de nettoyer les berges, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation. Ça, il faut travailler avec les associations. Il faut qu'il y ait du tri sélectif partout et en tout lieu. Et du coup, j'en viens avec une grande ambition que nous portons. C'est un plan de lutte déchets abandonnés, financé par l'éco-organisme Citeo pour les emballages, l'éco-organisme Alcom pour les mégots, qui est un vrai sujet pour le littoral. Les associations ont déposé des propositions d'action absolument incroyables. La ville a augmenté ses budgets. Et le plan d'action, ça y est, il est déployé et il va s'opérer là en 2024. Nous allons en redéposer un pour 2025-2026. Il est finançable jusqu'à 2028. Il y a un phénomène qui va s'amplifier, c'est la consigne. Ça, c'est vraiment une piste très importante. Maintenant, ce n'est même plus uniquement le fait de recycler pour que les matières soient réutilisées, c'est éviter d'avoir à refabriquer des contenants. Et il va y avoir un grand plan qui va être développé pour créer dans des grandes villes comme Marseille ou aux alentours, des usines de lavage. Parce qu'évidemment, si on veut avoir de la consigne, il faut qu'il y ait des usines à une échelle industrielle de lavage. Il y a également le fait qu'il faut s'assurer que tout le monde soit raccordé à l'assainissement. Donc il faut quand même rappeler que toutes les avancées que nous connaissons sur tous ces sujets, c'est grâce à l'Europe. Un des défis justement qui va s'ouvrir, c'est d'ailleurs on a beaucoup entendu parler suite aux différents épisodes de sécheresse incroyables qui vont très certainement se renouveler. Et donc il y avait un défi, c'est de récupérer les eaux d'assainissement pour éventuellement qu'il y ait du reuse. L'assainissement, c'est un défi. On sait que dans cette ville, on ne pourra pas recréer un réseau secondaire. Il faudrait ouvrir toute la ville, refaire un deuxième réseau pour le pluvial. On n'y arrivera pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rendre plus facile la ville perméable pour que l'eau, au lieu de se mettre dans le pluvial, elle s'infiltre dans nos parcs et jardins, dans nos petits squares, dans nos cours d'école, sur nos parkings aériens, au lieu d'avoir du béton, etc. Pour éviter qu'en rinçant tous ces espaces, elle se retrouve dans la Méditerranée. Ça sera aussi des îlots de fraîcheur et ça évitera que le pluvial déborde, comme c'est le cas après chaque orage. Le niveau local a donc ses responsabilités et a encore de nombreux chantiers à explorer pour améliorer l'état de la mer Méditerranée. Au cours de mes recherches, j'apprends également qu'au niveau institutionnel, 3 grandes opérations pour la Méditerranée ont aidé à la protection du littoral, surtout à un niveau européen. La première est la Convention de Barcelone, en 1976, avec l'établissement d'aires protégées en mer, comme nous l'avons vu précédemment. Puis l'accord Ramoge, également signé en 1976 et prévoyant une coopération scientifique, technique, juridique et administrative pour la gestion du littoral et la lutte contre les pollutions marines. 13 ans après l'enlisement du processus de Barcelone qui devait réunir les 2 rives de la Méditerranée sur des projets communs, l'Union pour la Méditerranée sera lancée officiellement demain, un projet ardemment défendu par... Enfin, l'Union pour la Méditerranée de 2008, avec l'intégration de la dépollution de la mer comme l'un des 6 domaines prioritaires, au-delà de sa protection. D'autres exemples de lois françaises et européennes permettent de répondre à certains problèmes. Au début des années 2000, l'Europe intègre la notion de non-dégradation dans sa lutte contre la pollution. De plus, un gros travail est fait pour restaurer les zones marines dans les ports. De nombreux aménagements et créations de récifs artificiels sont réalisés pour remplir des fonctions d'habitat, de garde-manger et de protection de petits poissons. Ainsi, le niveau local a son importance, mais l'Union européenne joue indéniablement un rôle essentiel dans toutes ces décisions. Pour en savoir plus, je me rends au Parlement, à Strasbourg. Au sein du Parlement européen, il y a plusieurs choses qui se sont votées, notamment le règlement sur l'utilisation du plastique à usage unique. On a voté aussi un règlement par rapport aux problématiques de microplastique. On a un pacte maritime qui a été voté, où on a parlé de pollution. Moi, j'ai un rapport d'initiative sur reconstitution des poissons et des ressources halieutiques et sur les aires marines protégées. Ça aussi, c'est un sujet par rapport à la Méditerranée, où il y avait un axe sur la pollution maritime qui a été voté. Puis aujourd'hui, on a la loi sur la restauration de la nature. Sur le volet maritime, on a gardé un paragraphe sur les écosystèmes marins. Et donc, on a des avancées, mais il faut encore appuyer sur le fait de préserver la biodiversité marine notamment.
Et depuis 5-6 ans, on a une nouvelle démarche, une nouvelle thématique qui vient, qui nous aide à finalement à être meilleurs dans ce qu'on fait. C'est ce qu'on appelle la restauration écologique. Alors d'ailleurs, c'est une thématique qui est appropriée maintenant au niveau de l'Union européenne, puisqu'il y a un règlement sur la restauration de la nature qui est en cours d'adoption, quoi. L'idée est simplement de dire qu'une fois qu'on a maîtrisé les pressions, on a peut-être la capacité de pouvoir agir pour faire en sorte qu'on accélère le calendrier de reconquête de Dame Nature. Concrètement, un herbier de Posidonie, ça pousse très très lentement. Malheureusement, en continuant encore à arracher des herbiers, peut-être que l'herbier, plutôt que de le laisser mourir dans son coin, on peut peut-être le prendre et le replanter, à l'image de ce qu'on peut faire avec une forêt, par exemple, où on replante en fait des boutures ou autres, quoi. La réglementation faite depuis 25 ans par rapport à la qualité des eaux de baignade a aussi permis d'optimiser des zones sans danger pour les baigneurs à 95%. De nombreuses lois nationales, européennes et internationales exigent une protection d'au moins 20% de nos mers en aire marine. Pour pallier le problème d'arrachage de la Posidonie, des projets de zones de mouillage pour les bateaux sont mis en place, notamment avec des bouées spéciales ou des aménagements sous-marins. Toutes ces normes poussent donc à agir, comme c'est le cas à Marseille. Par exemple, avec la création en 2018 d'un bassin pour contenir les eaux de pluie, pouvant contenir jusqu'à 50 000 mètres cubes d'eau. Alors après avoir rencontré des citoyens engagés, des scientifiques et des élus, j'ai l'impression d'arriver à la fin de ma quête. Je n'ai peut-être pas trouvé toutes mes réponses, mais certains éléments m'ont éclairé. Il semble indispensable qu'un ensemble d'acteurs continue d'agir communément. Les citoyens, les scientifiques et les pouvoirs publics. Je parle d'agir, car le tout en matière de protection de la nature n'est pas de se contenter d'être optimiste ou pessimiste, mais simplement d'agir. Je vous aurai apporté tout ce que j'ai appris. Le reste